4 de l'Open Source Experience. Je suis Stéphane Nachez, président et directeur de la publication d'Actuia, le média de l'intelligence artificielle. Donc je suis arrivé dans le domaine de l'open source plus comme un moyen qu'une fin, mais c'est un domaine qui prend énormément d'importance dans l'intelligence artificielle. C'est la raison pour laquelle je suis particulièrement heureux d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai donc l'honneur d'accueillir pour entamer cette première journée de l'Open Source Experience les présidents donc, du pôle systématique et de son hub Open Source, donc Jean-Luc Bella et Pierre Baudraco. Merci de venir sur scène. On démarre direct. Voilà, je vous laisse démarrer. Merci beaucoup pour cette introduction. Très heureux d'être là, très heureux de voir petit à petit le SXP, le Palais des Congrès se remplir. Au nom de Systématique, et puis aussi en remerciant nos partenaires, InfoPro Digital et tous ceux qui ont contribué pour l'organisation de cet événement. Vraiment très content. Ça fait presque 15 ans maintenant. Alors il y a eu différents noms, je ne vais pas rappeler tous les noms, mais qu'on organise finalement ce rassemblement de la communauté open source. Au début, c'était très drivé par l'animation de la communauté, le rôle fondamental. J'accueille monsieur le député. Bonjour. Le rôle que jouait cette communauté, notamment, et c'est ça qui intéressait beaucoup le pôle systématique, pour mettre en place une innovation ouverte de partage, d'accélération de l'innovation. Après, on va dire que la communauté a été accélérée par tous les enjeux du cloud, où elle a trouvé sa place et beaucoup d'opportunités de développement. Et aujourd'hui, il y a un accélérateur majeur aussi de l'open source qui est l'intelligence artificielle. D'autant que, voilà, on peut dire beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle, on pourrait passer la matinée là-dessus, mais que parmi les enjeux de l'intelligence artificielle, il y a des enjeux de partage de commun et de valeurs qui ne sont pas forcément traitées aujourd'hui, où c'est la course à l'achat des GPU. Et donc, pour avoir une intelligence artificielle qui contribue au développement de la société, eh bien, il faut, je pense, avoir épousé un peu la philosophie qui existe au sein de l'open source. Et c'est, je pense, un chemin important aussi pour cette communauté. Donc à chaque fois, il y a des nouveaux challenges qui apparaissent à cette communauté et on voit qu'elle grandit, qu'elle se consolide, que les entreprises où il y avait une dizaine de personnes au début, maintenant atteignent 50, 100 personnes. Donc voilà, c'est très satisfaisant. Et c'est vraiment le rôle du pôle systématique Paris-Région, donc pour ceux qui ne le savent pas, qui est autour de l'Île-de-France, concentré sur les deep tech, qui traite bien sûr de l'open source, mais qui traite aussi de la photonique, des infrastructures digitales, du processing, du data, de l'IA et d'autres sujets. Donc vraiment au cœur des deep tech. Et la communauté, donc le hub open source qui est présidé par Pierre, se nourrit aussi des autres technologies, parce qu'en fait, tout ça, même si les technologies sont différentes, tout ça, c'est un même monde. Donc, OSXP, c'est vraiment on y travaille toute l'année, ça paraît pas comme ça, mais en fait, on y travaille toute l'année. C'est vraiment le grand rendez-vous, on est très fiers d'y contribuer. Je voudrais juste aussi rajouter une chose sur... donc, cette salle s'appelle Laurent Seguin. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissez Laurent Seguin, qui nous a quittés en 2020. Donc, il était un peu à tous les étages dans la communauté open source. Il a été aussi un employé du pôle systématique et on n'avait jamais eu l'opportunité finalement de lui rendre hommage. Donc, on a nommé cette salle en son nom et j'espère que pendant les 2 jours que bat Open Source, voilà, on rappellera sa mémoire. Donc, bon rendez-vous au SXP, surtout qu'il y a un programme très très riche qui a été préparé par tout le comité de programme sous la présidence de Pierre, qui va nous révéler quelques points forts de ce programme. Donc je vous souhaite vraiment un bon SXP et on est très fiers de l'organisation de cet événement. Et je remercie aussi monsieur le député, Éric Bothorel, qui est très actif dans le domaine du numérique, vous le connaissez sans doute. Et je pense aussi
je ne veux pas parler à sa place, mais très porteur des valeurs de la communauté open source, qui, voilà, pour un développement du numérique qui contribue au bien du plus grand nombre. Donc on n'avait pas une opportunité avant, mais on est très heureux de l'accueillir aujourd'hui. Merci à vous. Merci Jean-Luc. Donc bienvenue à ce nouvel Open Source Experience. Donc moi je suis Pierre Baudraco, comme a dit Jean-Luc, le président du Hub Open Source de Systématique. Alors nouvel événement parce que c'est une nouvelle édition, mais également parce que c'est un événement qui évolue. Et comme l'a dit d'ailleurs Stéphane, on ne s'est pas coordonné, mais un petit peu, mais pas sur cet aspect-là. Nous, on considère l'open source comme un moyen et non comme une fin. Donc un des objectifs du Hub, c'est d'élargir le périmètre, de travailler avec des finalités, donc des secteurs d'activité, des métiers, là où l'open source peut être présent. Donc maintenant, à ce titre-là, du coup, ceux qui sont déjà venus aux éditions précédentes, vous aviez vu qu'on partageait l'espace et on collaborait avec un événement qui était le CIDO, donc sur l'IoT. Et cette année, justement, une des nouveautés, c'est qu'on a intégré dans Open Source Experience une nouvelle conférence. En fait, une conférence qui renaît, qui ressuscite, DevOps Rex, pour ceux qui connaissaient, qui est dédiée au métier du DevOps. Et compte tenu de l'importance de l'open source dans le métier du DevOps, on est persuadé de la valeur que tout cet ensemble va porter. Alors maintenant, par rapport au programme d'Open Source Experience, donc le programme a été concocté par un comité de programme que je remercie, assez nombreux, a été structuré en 5 thématiques. Donc la première, c'est sur l'IA, difficile de ne pas parler d'IA, et on aura d'ailleurs, dès cette keynote d'ouverture, une très belle table ronde sur l'IA qui va aborder les aspects éthiques, avec notamment Laurence de Villers, les aspects business, marché, avec Yann Lechel de Probable, également Mathieu Boussard de CraftAI, et évidemment le rôle de l'open source, avec Gaël Blondel qui va représenter l'OSI, et où on ne va pas manquer d'évoquer la nouvelle définition open source de IA de l'OSI, et toutes les discussions qu'il y en a à faire. La deuxième thématique va concerner la cybersécurité. Là aussi, malheureusement, un sujet un peu trop à l'ordre du jour. Mais c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Et d'ailleurs, monsieur le député Éric Botorel va parler en keynote après nous et évoquer notamment des aspects souveraineté ou réglementation. Troisième thématique, le cloud, on va dire un pilier naturel de l'open source, qui est né avec Internet, les protocoles réseau, système et réseau. Donc le cloud, c'est la suite logique. Quatrième thématique, les solutions d'entreprise. Alors là, on change totalement d'univers. On ne parle plus entre techniciens, on parle à des clients finaux, à des utilisateurs finaux, pour qui l'open source est plutôt, en général, indifférent, qui ont des problématiques métiers et à qui il faut arriver à parler métier, usage. Ces gens-là n'attendent pas un code source, ils attendent une solution à leurs besoins. Et une des réponses à ces solutions, la façon de faire, c'est justement le métier d'éditeur qui va cibler un métier ou une problématique. Et donc, on a une thématique là-dessus qui va exposer un certain nombre de solutions d'éditeurs pour mettre en avant ceci. Enfin, dernière thématique, c'est la partie business et enjeux. C'est tout ce qui en fait ne concerne pas la partie technologique. Donc tout ce qui va concerner le développement de l'écosystème, les modèles économiques. Et on aura d'ailleurs différentes tables rondes et ateliers. Par exemple, un atelier Open Source Business Lab sur des retours concrets d'éditeurs, comment ils ont démarré, quels modèles ils ont adoptés, quelles évolutions ils ont eues, qu'est-ce qui a marché et surtout qu'est-ce qui n'a pas marché, très important pour apprendre. Une table ronde sur les dynamiques concurrentielles, des tables rondes sur comment on évalue des solutions open source, comment l'open source est valorisé, bref, tout ce qui n'est pas technique. Comme d'habitude à Open Source Experience, on va compléter le programme de conférences par un ensemble d'événements. Alors je ne vais pas tous les citer, mais on peut en citer quelques-uns, comme la remise des prix des acteurs du libre, qui vient récompenser des sociétés ou l'écosystème professionnel, certains acteurs pour leur action par rapport à l'open source ou leurs projets. Le prix des territoires numériques libres de la DULACT, qui vient récompenser la maturité de certaines collectivités sur une grille d'évaluation très complète sur tous les aspects open source. L'inénarrable quiz de LinuxFR, qui est animé par Florent Zara avec une reprise des prix, un événement toujours très ludique et plaisant. On peut également citer les ateliers Blue Hats, où Bastien Guéry et ses équipes vont venir
présenter un petit peu la fédération qui fonde l'open source au niveau de l'État, et etc., etc. Il y en a d'autres. Donc voilà pour le programme. On vous souhaite un très bel événement. On remercie les organisateurs qui permettent ceci. Évidemment, le comité de programme, le comité de pilotage, les sponsors et les exposants qui permettent que l'événement se crée, tous les speakers. Cette année, on a essayé d'axer pas mal sur la partie retour d'expérience pour vraiment être dans le concret, donc comment ça se passe dans la vraie vie. Et tout ce monde-là qui permet à cet événement d'exister. Donc voilà, on peut démarrer, je pense, avec le reste de la keynote. Je laisse la parole à Stéphane. Eh bien écoutez, un grand merci Jean-Luc Bella, Pierre Baudraco. Je tiens donc à vous féliciter et vous remercier pour tout ce que vous faites pour l'open source en général au sein du pôle systématique. Donc un applaudissement s'il vous plaît encore pour eux. Et maintenant, je vous prie de bien vouloir accueillir sur scène monsieur le député Éric Bothorel. Bonjour. Très bien. Je vous invite à vous asseoir au milieu. Très bien. Eh bien, écoutez, on va être très franc et très direct. J'ai appris que vous étiez d'accord pour accepter des questions du public. Donc déjà, je tiens à vous remercier pour ce courage. Et je tiens à vous remercier d'être présente parmi nous. C'est le courage des dernières heures. Écoutez, je suis moins concerné par ce qui se passe ce soir que d'autres, mais un petit peu quand même. Voilà. Je comprends. Je vais mettre les pieds dans le plat. Que fait un député parmi nous aujourd'hui ? Il vient, d'abord, merci de m'accueillir et merci de cette question. D'abord, il vient voir l'écosystème dans sa globalité. Enfin, d'abord, il faut peut-être rappeler que le député en question, il a passé 30 ans de sa vie avant d'être député dans le numérique. À l'époque, on n'appelait pas ça d'ailleurs le numérique, ni le digital, encore moins le digital. On appelait ça l'informatique. Et moi, j'ai travaillé pour une entreprise qui s'appelait Infopoint, qui ensuite a été rachetée par Econocom. Ensuite, j'ai rejoint un groupe américain et on était une société de services et de distribution informatique. Donc, je suis né avec les premiers PC 286, MS-DOS, Windows, et puis ensuite les vagues AltaVista, le web, etc., et le client-serveur, etc., blablabla. Donc, j'ai passé 30 ans de ma vie dans cet environnement-là, et on ne le quitte pas comme ça, même quand on devient député. Et donc, depuis que je suis député, depuis 7 ans maintenant, c'est mon 4e mandat en 7 ans, c'est dire, ça vous donne à peu près le rythme auquel les choses se renouvellent. Des mises à jour assez courantes. Je ne sais pas si c'est des upgrades en tant que tel, mais en tout cas, c'est des mises à jour. Et donc, depuis 7 ans, dans la continuité de celle qui m'avait précédée, puisque Corinne Herel était la députée dont j'étais le suppléant et qui est brutalement décédée le 5 mai 2017, la veille des élections, du second tour des élections présidentielles, était elle-même une très proche du président de la République, enfin de celui qui allait devenir le président de la République, et elle était investie sur les sujets du numérique déjà avec sa collègue Laure de la Raudière, qui depuis est devenue présidente de l'ARCEP. Corinne travaillait sur IPv6, Corinne travaillait sur les objets connectés, parce que Corinne était aussi de Lannion. Et que, comme Monsieur le Président a parlé de la photonique tout à l'heure, ça ne peut que réjouir le député que je suis, qui a des pieds qui reposent sur la base à la fois des télécommunications, du numérique, mais aussi de la photonique, qui est une industrie à part entière. Et donc, moi, succédant à Corinne, assez naturellement, j'ai rejoint la Commission des affaires économiques et je me suis préoccupé de savoir comment on allait pouvoir traiter du sujet des enjeux de régulation en général du numérique ou de libération du numérique. Et donc j'ai commis plusieurs rapports sur la cybersécurité, sur la couverture numérique du territoire, sur la politique publique de la donnée, notamment l'open data. Et c'est un vrai kiff en fait de faire ça quand on est parlementaire. Et y compris de rappeler que tout ne se règle pas par le droit, ce qui peut sembler paradoxal pour quelqu'un dont l'obsession chaque matin n'est pas de se dire je voudrais avoir une proposition de loi à mon nom qui traite de tel sujet, ou je voudrais traiter les problématiques qui surgissent au travers d'une régulation plus forte et des contraintes plus fortes. Et c'est en discutant avec... parce que moi, je n'ai pas la science infuse, pas parce qu'on devient député par l'élection que d'un seul coup, on devient plus intelligent que tout le monde et qu'on connaît tous les sujets et qu'on connaît tous les sujets dans les différentes aspérités, nuances ou niveau de contribution d'un écosystème. Et donc, c'est en parlant avec
les différents acteurs qu'on finit par se dire, voilà, c'est comme ça que les choses marchent, c'est comme ça que les chaînes de valeur se font, c'est comme ça qu'il y a des irritants, des cailloux dans les chaussures des uns et des autres. Et si on le règle, il ne faut pas que la résolution d'un problème pour certains devienne un problème pour les autres. Et donc de trouver les bonnes rédactions, parce que c'est ça finalement, travailler le député. J'allais dire que le travail du député, c'est un travail de programmation. Il faut faire, il faut pas pisser de la ligne, mais faut écrire des textes. Et quand on écrit des textes, il faut être précis. Il vaut mieux être précis parce que sinon, on peut produire les effets inverses de ce qu'on cherchait et avoir quelque chose qui fonctionne pas. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Tout à fait. Bon. Et en parlant de produire des textes, vous avez donc produit un rapport en 2020 dans le domaine de l'open source, justement. Est-ce que vous pourriez m'en parler, me dire quelles étaient les grandes lignes de ce rapport? Alors c'est le Premier ministre qui me l'avait demandé. Alors c'est pas le même Premier ministre à qui je l'ai remis que celui qui me l'a demandé, ce qui vous dit déjà aussi un peu de la façon dont la vie politique est rythmée chez nous. Et effectivement, le sujet c'était est-ce qu'on peut aller plus loin que ce qui avait déjà été fait, ce qui permet de rendre hommage à ceux qui avaient, avant moi, travaillé sur le sujet. Je pense à Axel Lemaire, je pense à Fleur Pellerin, je pense à Adnan Troyette, et puis à ceux qui, plus tard, continueront de travailler, puisqu'on est sur des écosystèmes dont la sérendipité nous amène à être très humbles, puisqu'il y a beaucoup de choses qui vont naître dans les années, dans les semaines, dans les mois qui viennent, et personne ne peut prédire aujourd'hui quelle sera finalement la rupture technologique qui va embarquer tout le monde, qui va devenir le cas d'usage, adopté par tous, etc. Enfin, si on avait tous prévu l'émergence, je sais bien que certains avaient considéré que l'intelligence artificielle, c'est un truc qui finirait par être mature. Je remonte encore plus loin qu'avant Infopoint ou d'autres. J'ai commencé chez Xerox à faire du Lisp dans les années 80-90. On ne parlait pas là non plus d'intelligence artificielle, on parlait de système expert. Mais c'était avec la croyance que ces trucs-là finiraient un jour par être matures, qu'on aurait des puissances de calcul et d'autres choses qui permettraient l'émergence de cas d'usage. Mais dit autrement, il faut de temps en temps revisiter les copies des textes à la fois réglementaires ou législatifs qui concourent à l'émergence des écosystèmes. Sur l'open data, la commande du Premier ministre, c'était de dire est-ce qu'on ne peut pas aller encore un peu plus loin que ce qu'on a déjà fait pour promouvoir l'open data. Je vous rappelle qu'on est en plein Covid et que le sujet de la libération de la donnée, c'est quelque chose dont on va mesurer de manière très, très, très proche à quel point ça peut être salvateur pour bien des aspects. Et donc là, il y a un sujet qui est formidable et on formule des recommandations avec une équipe que j'ai eu la chance d'encadrer pendant près d'un an. Enfin, un peu moins de 6 mois en fait, mais on avait travaillé un peu en amont pour rien vous cacher. Et puis derrière, il y avait le sujet de donner l'intérêt général. C'était un sujet qui était aussi dans les débats du moment, avant que ça devienne le data altruisme ou d'autres choses. On se posait la question de savoir si finalement il n'y avait pas un moment où il y avait des choses qui étaient supérieures au fait d'être possédées par des entreprises avec la seule vocation d'être transformées en brosouf. Et donc le sujet de pouvoir mettre ces données et essayer de les catégoriser, de les caractériser pour qu'elles deviennent quelque chose qui soit du bien commun finalement, ça faisait partie du débat et des réflexions que nous avions. Bon. Pour ceux qui ne veulent pas lire le rapport et qui veulent faire l'économie du truc sur la donnée d'intérêt général, on avait conclu partiellement à l'époque que c'était une tautologie, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, on pouvait prendre le truc dans tous les sens, mais on avait du mal à caractériser ce qu'était l'intérêt général d'une donnée ou la donnée d'intérêt général. Pour autant, j'étais parti dans une recommandation assez bombe atomique pour essayer de faire bouger les choses, qui n'a pas été traduite dans le droit. Hein, je rassure tous ceux qui auraient été inquiets de la traduction de cette mesure. C'était dire, vous savez, dans notre droit, on a une disposition qui permet de faire la réquisition des biens et des services en cas de crise. Mais on n'a rien qui dit on va pouvoir réquisitionner les données en cas de crise. Et j'avais suggéré qu'on puisse moderniser le droit de sorte qu'on ne soit pas obligé d'attendre que Google nous dise « je vais te filer les données d'Ouest pour que tu comprennes s'il y a des gens qui continuent de circuler, comment ça circule, etc. » qui était un des éléments qui contribuait finalement à la meilleure compréhension de la façon dont le virus se déployait, ou en tout cas comment la population réagissait par rapport à certaines mesures, notamment celles de confinement. Et donc se dire, voilà, il y a peut-être un moyen de se dire, là, tu n'as pas le choix en fait, Google. Tu es obligé de me donner des données parce que moi, puissance publique, je défends quelque chose qui est un principe de la sécurité nationale, de l'intérêt général, de l'intérêt, et quelque chose qui est supérieur encore aux intérêts économiques que tu peux maîtriser au travers de tes outils.
Et ce truc-là n'a pas été traduit. Alors, je ne dis pas qu'un jour on finira pas par le faire, parce que je pense que malgré tout, ce sera utile. Mais je ne dis pas non plus que parce qu'on l'avait écrit, finalement, il y a des gens qui ont été plus disposés à rendre disponibles leurs données que si on ne l'avait pas écrit. Voilà. Mais cette réquisition des données, en fait, c'est un petit peu ce qui nous effraie de la part des Américains, quand ils demandent à accéder aux données de Google, etc. Est-ce que, par effet miroir, ça ne serait pas préjudiciable au niveau de l'exportation des sociétés françaises et européennes Non, mais pardon, nous, d'abord, on vit très bien avec l'idée qu'on puisse réquisitionner les biens et les services sans avoir le sentiment qu'on va être dépouillé de ces biens et de ces services, justement parce que c'est encadré dans des situations qui sont des situations de crise aiguë. Et finalement, on a eu à déployer ce type de mécanisme que dans les crises aiguës, pour la guerre, etc. Qu'on ait dans un coin du droit quelque chose qui permette de le faire face à des crises aiguës, elles vont l'être, on en aura. La caractéristique de notre monde et de la société du monde, la caractéristique, me semble-t-il, du monde d'aujourd'hui, c'est que, le monde d'hier, c'était les crises se succédaient. Aujourd'hui, elles s'empilent. On a des crises diplomatiques, on a des crises climatiques, on a des crises sanitaires, et tout ça dans des laps de temps qui sont très courts. Et si on ne s'adapte pas par rapport à ça, en se donnant les moyens que finalement il y a au travers de l'État, ou de ses représentants, ou de sa déconcentration, puisqu'on peut aussi associer les collectivités, des gens qui ont quand même, par la légitimité de la façon dont ils sont désignés, le scrutin, etc., une responsabilité particulière à la sauvegarde des intérêts généraux, et que ça peut être supérieur dans ces cas-là que les intérêts propres de certaines entreprises, moi, ça ne me choque pas. Enfin, je suis un grand démocrate. Hein, donc, et donc, tout ça est encadré. Donc, c'est pas le Far West américain, qui est un Far West très organisé, hein, par ailleurs. Je veux dire par là que celui qui vient d'être élu, il ne va pas oublier d'intervenir pour soutenir ses acteurs à lui et prendre des mesures pour empêcher que des acteurs comme nous, on aille faire du business chez lui. Je ne parle même pas de la Chine, qui est un autre modèle. Mais le modèle, quel modèle français, quel modèle européen, il est équilibré. Dire qu'on peut faire de la réquisition des données, pardon d'avoir pris cet exemple, mais c'était un des exemples notamment dont je voulais parler ce matin, c'est juste pour dire qu'on peut dire ça et en même temps être très attaché à l'idée qu'il faut continuer d'entretenir quelque chose qui est fragile, qui s'appelle la démocratie. D'accord. Et vous parliez de cette recommandation qui n'a pas été retranscrite dans le droit pour le moment. Globalement, quel est votre bilan suite à la publication de ce rapport? Est-ce que les choses ont changé? Ah ouais, non, j'aurais pu être plus positif en essayant de ne pas prendre un exemple du truc qui n'a pas été traduit. Hein. Mais pour le coup, il y avait 34 recommandations. Toutes n'étaient pas d'ordre législatif, mais celles qui étaient d'ordre législatif ont été adoptées. Elles ont été adoptées au travers des différents textes qui viennent accentuer encore le fait que le partage de la donnée, c'est la norme, c'est le standard. Ça avait déjà été écrit, mais il faut toujours... il y a toujours une façon de contourner le droit. Et donc, quand on a vu comment ça s'est fait, on finit par rattraper ceux qui ne voulaient pas être rattrapés. Donc, voilà. Donc, dans la loi 3DS, qui était une loi de décentralisation supplémentaire, on a porté des amendements qui étaient de cette nature-là. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont été traduites. Ce que je retiens surtout, et c'est toujours en vigueur aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus une rime. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de spécialistes de la légistique ou du monde politique chez nous, mais la rime, c'est la réunion interministérielle, celle qui permet de mettre autour de la table des gens qui viennent à la fois de l'Élysée, des différents ministères. Enfin, de l'Élysée, des différents ministères, ça c'était avant juillet 2024, parce que maintenant l'Élysée ne participe plus beaucoup aux travaux de l'exécutif, pour des raisons que chacun peut comprendre, dans la mesure où il n'y a pas forcément de continuité entre la majorité du gouvernement, qui est toujours en place à l'heure où je parle, et l'Élysée. Mais la rime est importante parce que les différents ministères vont s'exprimer sur les mesures qui sont proposées par les parlementaires, par exemple, ou par les ministres quand il s'agit d'un projet de loi. Et j'ai su qu'après la publication du rapport, il n'y avait plus une rime qui se faisait sans qu'on évoque les sujets de la donnée, ou de la politique de la donnée, ou du management de la donnée. Et ça, on l'a senti, nous, dans la façon dont certains ministères se sont saisis du sujet, d'ailleurs pour porter au travers des textes de loi qui sont arrivés en examen à l'Assemblée et au Sénat, des mesures qui étaient des mesures de moindre contrainte, de plus de libération, de plus de transparence,
je vous assure que si on fait l'inventaire des choses qui ont été adoptées ces dernières années autour de ce sujet, on a encore progressé. D'ailleurs, quand il y a des rankings qui sont faits au niveau européen sur la place qu'occupe la France en matière d'open data, chacun observera qu'on a plutôt la meilleure place sur le podium et on la tient. Mais il y a d'autres choses aussi, parce qu'il y avait beaucoup de... ce qu'on avait mis en évidence au travers du rapport, c'est qu'il y avait surtout des freins humains. C'est pas très naturel finalement de s'exposer, de libérer de la donnée qui va peut-être qualifier le fait que ce que vous avez produit n'est pas ce que vous aviez imaginé. Et donc on peut avoir une interprétation négative de la qualité des travaux que vous faites. Moi j'ai ressenti quand j'ai rendu ce rapport qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient pas appuyer de la donnée en disant j'ai pas envie qu'on voit les défauts de mon travail. Voilà. Alors qu'en fait il y a une vertu à se confronter au reste du monde. C'est pas toujours une évidence absolue avec les réseaux sociaux, parce qu'on est transparent, tout ça est accueilli avec une grande bienveillance et que chacun vient, dans une critique très positive des choses, vous encourager à continuer de progresser. Mais pour autant, ça existe aussi. Et donc, l'idée de pouvoir avoir à la fois une volonté forte et une incarnation au plus haut niveau de la nécessité de partager sur ces sujets est quelque chose qui reste malgré tout. Il faudra encore des rapports demain pour continuer de l'entretenir, parce que c'est pas un truc, c'est un soufflet, ça finit par retomber. Mais ça, on l'a gagné. Ça, on l'a gagné. Après 2020, on l'a gagné pour les 3-4 années qui viennent de s'écouler. Et pour vous, pourquoi l'open source est-il fondamental, justement? Parce que d'abord, on le voit ici, puis on le voit dehors. Quand vous traitez des sujets de sécurité, par exemple, quand vous discutez avec des gens qui sont un peu sérieux sur le sujet, par exemple l'ANSSI, il n'y a pas un endroit où les gens ne vous diront pas que c'est l'open source ou rien. Donc, je ne dis pas là que c'est pas comme si on devait l'ignorer. C'est compliqué parce qu'on a une communauté de gens qui sont beaucoup sur le faire. Enfin, c'est les makers qui sont là. Et ils ont face à eux des gens qui font du marketing, qui font du business. Je vais raconter l'anecdote que je racontais sur un stand là, que je viens de quitter, qui est celui d'Orange. Quand on a fait ce rapport, je me suis dit, j'avais une équipe, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait une dizaine de personnes qui venaient des différents corps d'inspection. On est en plein Covid. Donc on ne fait pas des trucs IRL, on fait des trucs en visio. Je dis à l'équipe, ce serait quand même pas mal si on pouvait rendre un rapport sur l'open source, sur l'open data, sur les données d'intérêt général. Si on pouvait faire les réunions autrement que sur Zoom, j'en serais ravi. Bon, on teste des outils. Alors je ne vais pas les lister ici parce que je ne mets personne dans la difficulté, mais quand on a testé des outils et que les mecs ne pouvaient pas se connecter, problème de navigateur, le firewall, le machin, le truc, etc. Et nous, on faisait des trucs, c'était 8h du matin jusqu'à 19h le soir, et on faisait une pause d'1 heure à midi. J'ai fait plus de 250 auditions pour ce rapport. On ne pouvait pas se permettre de perdre un quart d'heure à chaque fois à tuner le truc ou à essayer de trouver le patch qui permette de bouger le machin, etc. Donc on a fait nos trucs sur Zoom. La difficulté, parfois, elle est là. Donc c'est les éditeurs open source qui ne sont pas au niveau. Mais non, mais j'ai pas dit ça, vous avez compris d'où je parle. Je dis simplement qu'il y a une communauté qui est attachée à un certain nombre de valeurs fondamentaux, etc., qu'il faut encourager. Mais on ne peut pas ignorer non plus que derrière, la compétition est ouverte avec des gens qui font du marketing, et que quand les mecs font du marketing, leur obsession, c'est de faire un truc qui marche à la fin. C'est pas qu'une question de marketing, c'est aussi une question de financement peut-être, et sûr. De soutien, parce que... Sujet qu'on a évoqué à l'instant sur les chaînes de valeur, bien évidemment, ouais, bien sûr. Parce que quand on parle de maker, ça me fait un petit peu peur. Alors on sait bien que la communauté open source est assez polymorphe. Faut pas que les makers vous fassent peur. Absolument pas. Justement, quand le gouvernement parle de maker, ça me fait peur. Parce qu'on peut avoir l'impression que l'open source, c'est des gens dans leur coin qui arrivent à faire des miracles avec leurs compétences, leurs neurones et sans aucun coût, sans avoir besoin de soutien derrière. Et est-ce qu'il y a vraiment un soutien au niveau du développement de l'open source, de réussir justement à standardiser la filière, etc.
pas assez. Alors d'abord, moi, je suis pas du gouvernement, donc du coup, Bien sûr. en tout cas, pas encore. Mais Ça ne saurait tarder. oui, c'est pas un appel du pied. Je suis très bien en tant que parlementaire. Moi, j'aime bien ma liberté de ton et ma liberté de parole. Non, probablement pas assez. Oui, bien sûr. Bien sûr que ça mériterait d'être plus soutenu. C'est incontestable. Et quelles sont les mesures qu'on pourrait prendre si on devait prendre une ou deux mesures? Lesquelles vous défendriez-vous? Bah, écoutez, je pense qu'on peut. On parlait de ce que faisait l'OSI tout à l'heure sur l'intelligence artificielle. On a des rendez-vous importants là sur l'intelligence artificielle, notamment un rendez-vous au mois de février sur le sommet de l'intelligence artificielle. Il y a certainement des sujets à développer autour de la manière dont on va soutenir quelque chose qui ressemblera à l'IA by open source. Alors, on ne sera peut-être pas tous d'accord sur les critères qu'il faut retenir pour pouvoir qualifier que on est bien sur des modèles open source, mais à partir du moment où on aura quelque chose qui fera consensus, à la fois dans la communauté qui est ici présente et puis celle qui l'écoute, il faudra se donner les moyens de la faire émerger et de la faire, de la mettre en avant. Moi, j'ai pas de difficulté à imaginer que, et s'il faut passer par le cadre de la loi, passons par le cadre de la loi, mais j'ai pas de difficulté à imaginer que nous puissions être, parce que c'est la France, parce que c'est l'Europe, le sujet est éminemment européen. L'AIA Act, il ne sera jamais écrit simplement en France et applicable uniquement en France. Et on a un sujet par rapport au bloc américain et au bloc chinois, la Chine continentale, asiatique d'ailleurs en général, qui est de créer cette troisième voie. Et sur l'intelligence artificielle, et notamment les enjeux en matière de transparence, alors on peut se dire, on a déjà le truc avec la loi Le Maire, le Conseil constitutionnel qui a écrit que fallait que les algorithmes, ceci, blablabla, et on est d'emblée protégé. Un peu plus compliqué que ça, entre la façon dont l'IA générative fonctionne, par exemple, qui est un sous-domaine de l'intelligence artificielle par ailleurs. Mais mettons-nous d'accord sur ce qu'il conviendrait de faire pour être certain qu'on veut faire la promotion des intelligences artificielles open source, et puis on s'y met vraiment. Il y a rendez-vous le 9 février je crois que c'est le 9 ou le 10, je me tourne vers ma collaboratrice, mais je crois que c'est le 10. Le 10 février, sur le sommet de l'intelligence artificielle, il y a 5 thèmes qui sont retenus, il y a des travaux qui sont déjà engagés. Que la communauté, j'espère que c'est le cas, mais si ce n'est pas le cas, je veux bien l'y aider. Il faut que la communauté soit présente pour qu'elle impose qu'il y ait une thématique au mois de février qui permette d'assurer que la communauté open source elle sera présente, représentée, et elle permettra d'incarner quelque chose qui sera un modèle d'intelligence artificielle respectueux des droits d'auteur, des machins, etc., et qui promeuve les belles valeurs qui sont déployées ici ce matin. Très bien, je vous remercie beaucoup. Y aurait-il une ou deux questions de la salle? Je prends la deuxième, parce que la première a toujours du mal à venir. Ah, une question là-bas. Bonjour, Sébastien Leb, CNRS. J'avais une petite question. Je me demandais, à votre niveau de député et dans la politique, à quel point les enjeux finalement de l'open source sont réellement compris. Parce que, alors, quand j'étais un peu plus jeune, je me souviens de la loi Hadopi, par exemple, qui, à mon sens, a été un peu, peut-être un peu un carnage, ou dans le sens qu'elle n'a pas très bien fonctionné. On a senti une mauvaise compréhension des politiques que on peut faire du streaming, tout simplement, qui n'était pas prévu dans la loi. Donc je me demandais, à votre niveau, tous les enjeux de l'open source, ne serait-ce que qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vos autres collègues députés, par exemple, comprennent l'importance? Vous avez, par exemple, parlé dans la cybersécurité. Pourquoi c'est important que les logiciels soient open source, qu'on sache toutes les méthodes de chiffrage qui sont mises en place et qu'elles soient ouvertes? Est-ce que c'est des choses qui sont vraiment comprises et auxquelles vos collègues députés sont sensibilisés, et éventuellement aussi au niveau de l'État et du gouvernement? Si je reprends le terme de chiffrage, je vais me faire engueuler, parce qu'on va plutôt utiliser le terme de chiffrement, ou alors on va dire cryptage, et comme ça on va s'assurer des foudres de ceux qui sont dans cette communauté spécialistes comment dire, du bon usage des mots. Donc je vois qu'il y a autour d'Adopi, il continue d'y avoir des traumatisés de l'utilisation des mule project et des logiciels pair à pair. Mais il y a encore du BitTorrent qui tourne, hein, pour celles et ceux qui... J'en fais pas la promotion ce matin, mais comme quoi l'efficacité d'Adopi est quand même toute relative par ailleurs. Mais
la question profonde que vous posez, c'est est-ce qu'on a tous un niveau d'acculturation à l'Assemblée nationale en capacité de comprendre les choses? Incontestablement, non, mais je veux dire, je me mets à l'aise. Moi, il y a des tas de sujets que je ne comprends pas sur d'autres thématiques. Hein. Moi, je trouve que je suis dans ce milieu-là. Je ne suis pas un expert. Je suis quelqu'un de curieux. Voilà, et je continue de l'être. Et c'est peut-être ce qui me sauve. Mais je n'ai pas la prétention de dire que je maîtrise tous les sujets. Que ce soit sur la cybersécurité ou l'autre, je fais un peu d'osine de temps en temps. J'essaye de ne pas trop perdre la main sur des trucs. J'ai un petit flipper zéro de temps en temps, je m'amuse. Mais c'est compliqué d'exiger que l'ensemble des parlementaires soient formés à tous ces trucs-là, et notamment à l'open source. Enfin, quand j'ai à tous ces trucs-là, c'est aux spécificités, aux choses qui évoluent, etc. Enfin, moi, de mon temps, il n'y avait pas forcément de DNS over HTTP. Et quand vous faites de la régulation et que vous faites du blocage sur du contenu pédoporno ou des machins comme ça, enfin, vous faites du blocage en France, on fait du blocage DNS, pas de blocage IP. Et oui, il faut se mettre un peu les mains dans le cambouis pour essayer de comprendre que le truc qu'on va décrire, pour demander aux opérateurs de bloquer tel ou tel truc, si on l'écrit mal, bah, ça ne marchera pas. Puis de temps en temps, ça ne marche pas. Bah, pas plus tard que la semaine dernière, hein, quand il y a un magistrat qui se gourde sur... et qu'on commence par fr.x machin et qu'on n'arrive pas à bloquer le site, ben voilà, c'est juste une erreur de... Il n'y a pas que des députés, là, c'est des magistrats qui se sont plantés. Hein. Pardon. Mais il ne faut pas désespérer, parce que je pense que dans le renouvellement qui a été fait du personnel politique en 2017, et d'ailleurs avant, j'ai souligné tout à l'heure ce que faisait Corinne, ce que faisait Laure de la Raudière, etc. Enfin, pardon, mais il n'y a pas que des mauvais. Hein. Et puis... alors après, il peut y avoir des tentations. Il y a une dictature de l'émotion aujourd'hui dans notre pays qui fait qu'à un moment donné, de toute façon, le numérique, il est responsable de peu près tout. Et donc, le mieux, c'est de régler le problème en disant on va interdire les VPN, on va interdire l'anonymat, on va interdire blablabla. Tout autant de conneries qui sont du bullshit total, dans la mesure où, de toute façon, l'anonymat, il n'existe pas totalement. Enfin, voilà. Il y en a qui ont essayé, hein, ils ont eu des problèmes. Même en descendant de leur avion, quand on est patron de Telegram. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, voilà, donc continuez de nous parler, continuez de nous envoyer des trucs par mail, par DM, en expliquant aux gens que quand on écrit un truc qui n'est pas bien, il faut le corriger. Et on vous écoutera, on continuera de vous écouter, surtout quand c'est le CNRS, bien sûr. Peut-être une deuxième question et dernière question, car nous avons très peu de temps. Un monsieur là-bas. Oui, alors j'ai noté que vous n'étiez pas encore au gouvernement, mais pour autant, je ne peux pas m'empêcher de poser une question sur la place et le positionnement du gouvernement vis-à-vis de l'open source. Alors, il y a des acteurs qui interviennent, vous l'avez cité, l'ANSSI, l'ANCT pour les collectivités territoriales, mais ça reste timide, manque de budget, manque de moyens. Il faudra combien d'affaires comme Broadcom cette année ou d'autres acteurs essentiellement anglo-saxons qui peuvent avoir des attitudes extrêmement agressives pour faire réagir et contrebalancer ce pouvoir? J'allais dire qu'on fait de notre mieux, parce que dans la liste, vous avez oublié de citer la DINUM aussi, qui fait beaucoup sur le sujet open source. On fait de notre mieux, pas assez. Il y a beaucoup de... Enfin, quand on voit l'état dans lequel est le pays aujourd'hui, on ne découvre pas qu'on est endetté, hein, pardon de le dire, mais un peu plus qu'avant. Et moi, j'ignore d'autant moins que depuis 7 ans, on a eu des politiques très interventionnistes pour sauver une partie des pans de l'économie, notamment pendant le Covid. Je peux vous dire quasiment boîte par boîte dans ma circonscription qui a bénéficié de quoi en matière de plan de relance ou de soutien. Tout ça, ça se paye. Et donc aujourd'hui, il faut revoir les politiques publiques en général. Mais moi, je pense qu'on commet des erreurs quand, par exemple, autour de la cybersécurité, on n'a pas l'approche qu'ont les Anglais. Les Britanniques pensent que la cybersécurité, c'est du PIB. D'ailleurs, l'open data, les Anglais étaient les premiers à être très matures sur le sujet de l'open data avant la France. C'était aussi une façon, même si ça n'a jamais été objectivé, comment dire, on n'a jamais su dire objectivement de combien ça contribuait l'open data au PIB, mais les Anglais étaient convaincus que la libération de la donnée, ça contribuerait de toute façon à l'augmentation de leur PIB. Moi aussi, j'ai cette conviction.
Et voilà, il faut qu'on soit un peu plus nombreux à l'avoir tous. Mais oui, vous avez raison de nous rappeler qu'on n'est pas suffisamment présent. Mais ça fait partie des discussions, des débats qu'on a avec les écosystèmes, pas uniquement celui qu'on voit, que je croise ici ce matin, qui demande parfois plus de protectionnisme d'ailleurs, ou au titre de la souveraineté. Voudrait qu'on ait des dispositions de type Small Business Act au niveau européen qui protègent les écosystèmes avec telle bannière. Moi, je vais vous faire la même réponse que Guillaume Poupard faisait avec Zatrust. Pardon, je vais faire comme ça me fera une conclusion. Qui disait, en France, à l'écosystème qui réclamait d'avoir plus de marchés par rapport aux donneurs d'ordre. Guillaume avait répondu, et je fais mienne cette phrase, vous pouvez être plus cher, mais vous ne pouvez pas être moins bon. Voilà, donc c'est ça qui doit être l'obsession de chacun. Et je ne dis pas que le résultat dans lequel on est aujourd'hui, c'est que les gens sont moins bons. C'est pas ça. C'est qu'on doit toujours avoir en tête que le sujet, c'est pas uniquement un sujet qui fera que derrière on s'en sortira parce qu'on sera mieux protégé que d'autres. Bien évidemment, j'ai dit tout à l'heure, par rapport aux Américains, par rapport aux Chinois, on est à la ramasse au niveau européen sur la capacité qu'on a de protéger notre patrimoine intellectuel, et qu'il faut que là-dessus on progresse incontestablement. Et c'est pas qu'un sujet français. Bien sûr que au travers de la commande publique, et là, il y a eu des choses qui se sont améliorées. C'est pas tout à fait perceptible, mais il y a quand même des choses qui se sont améliorées. On a rehaussé le seuil, par exemple, de la commande publique qui n'est pas obligé de mettre en concurrence, blablabla, blablabla. Donc il y a des choses qui ont été faites dans le sens d'un meilleur soutien. C'est manifestement pas parfait puisque vous posez la question ce matin et vous n'êtes pas le seul. Donc il faut qu'on continue là-dessus. Et on va continuer d'encourager le gouvernement de ce soir à continuer de promouvoir l'open source. Moi, mon rêve, c'est que la prochaine fois, l'année prochaine, on vienne ici avec un ministre. Et on sera deux, hein, voilà. Pour évoquer le sujet. Voilà. Mais elle peut pas être là, Clara, puisqu'elle était en Serbie. Donc je suis pas là pour l'excuser ce matin, mais comme je connais un peu son agenda, je suis persuadé que si elle n'était pas retenue par la Serbie, elle aurait été là ce matin. Elle vous connaît tous et toutes. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ces mots. On vous donne donc rendez-vous l'année prochaine à tous les deux, bien sûr. C'est ça. Merci beaucoup.